Le dernier exposé, c'est la présentation de l'étude sur l'intérêt économique des jardins potagers qui va donc se faire par Jean-Daniel Arnaud. Jean-Daniel est ingénieur agronome. Il a été secrétaire général de la section semences des plantes potagères et florales d'IPNIS. Donc, c'était un prédécesseur d'Emeline, en quelque sorte. Et il est membre actif, comme il l'a dit, de la section potager et fruitier de la SNHF et membre aussi de son conseil scientifique. Donc, il a été à l'initiative de ce stage et il l'a co-encadré. Bon, ce sont des résultats de stage, ce sont des résultats préliminaires, mais je pense que cette étude a son intérêt. Donc, Jean-Daniel, je te laisse la parole. Donc, cette étude a été réalisée dans un contexte, elle a été réalisée en 2018 par la Société nationale d'horticulture de France, la section potager et fruitier. C'était à la suite du constat des changements des pratiques des jardiniers liés à la mise en place de la loi Labbé avec la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Et elle était essentiellement destinée, bien sûr, aux jardiniers, mais aussi aux professionnels et éventuellement aux autorités. Elle a été aidée par un certain nombre d'organisations que vous voyez en dessous. Donc, le contexte, c'était un problème d'insécurité alimentaire qui est très présent dans le monde, puisque plus de 800 millions de personnes sont sous-alimentées et ça risque de se détériorer dans les années à venir. En France, on estime que 12% de la population est sous-alimentée pour des raisons, et en première raison, le facteur, le prix de l'alimentation, et les dernières tendances semblent confirmer ces évolutions. En ce qui concerne les demandes de jardin, on estime qu'à peu près un Français sur deux souhaiterait vivre dans une maison individuelle avec un jardin. Et dans les associations de jardins familiaux, on note une forte demande de jardiniers et avec des listes d'attente qui sont assez longues. En ce qui concerne le sujet de l'étude de l'intérêt économique des jardins potagers, au niveau mondial, il y a beaucoup de projets qui sont lancés par les gouvernements et il y a des études très poussées sur les cultures vivrières dans un certain nombre de pays. Par contre, en France, il y a jusqu'à présent peu eu d'évolution sur l'intérêt économique. Il y a eu un livre écrit par Grolésia en 2010 qui s'appelait Le potager anti-crise. Et puis, il y a eu une évaluation économique qui avait été faite par la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs en 2010. Donc, la question posée, c'est quel est effectivement l'intérêt économique des jardins potagers et fruitiers? La méthodologie utilisée, donc c'était effectivement dans le cadre d'un stage, avec une hypothèse qui avait une différence sensible entre les jardins privés et les jardins collectifs, les jardins familiaux. En ce qui concerne la méthode employée, il y a eu deux choses distinctes qui ont été réalisées. Un questionnaire quantitatif qui a été envoyé et avec aussi un certain nombre d'interviews en face à face, et un questionnaire qualitatif qui a été qui a été mis en ligne, mais dont je parlerai peu parce que l'étude du Kantar était très complète sur ce sujet et plus récente. Donc, les finalités, c'était bien sûr, effectivement, d'essayer de quantifier en particulier les productions, les dépenses, pour essayer d'avoir une évaluation réelle de l'intérêt économique des jardins potagers. Pour faire cette évaluation, on a été obligé de faire des hypothèses. En ce qui concerne le prix de vente des fruits et légumes qui ont été récoltés par les jardiniers, les prix qui ont été pris sont des prix de vente, d'achat par les particuliers des fruits et légumes bio pendant la période estivale. Et en ce qui concerne le matériel qui est nécessaire et utilisé par les jardiniers, ce sont des estimations qui ont été faites par des experts. Alors, en ce qui concerne les résultats, brutalement, donc il y a eu quand même un nombre restreint, effectivement, parce qu'il est très difficile de trouver des jardiniers qui notent toutes leurs dépenses, toute leur production.
Donc, on n'a pas eu le temps, dans le cadre d'un stage qui avait une durée limitée, et en plus du fait de la difficulté de trouver ces jardiniers, de faire un grand nombre d'interviews. Donc, ce sont bien sûr des tendances qu'il faudrait améliorer. En ce qui concerne les jardins familiaux, donc dans les associations qui existent, les économies moyennes réalisées à la suite de cette étude tournaient aux alentours de 1 500 € par an, les dépenses moyennes aux alentours de 315 €, donc un bénéfice moyen de 1 120 €. Et en ce qui concerne les jardins privés, on arrivait à des chiffres de 1 880 € d'économie, de valorisation des produits récoltés dans le jardin, avec des dépenses moyennes de 330 €, soit un bénéfice moyen de plus de 1 500 €. Si on essaye de voir plus précisément, moi j'ai un problème parce que je me vois, mais résultat, je ne vois pas les légendes de manière suffisamment précise, ce qui m'agace. Tu peux déplacer ton image, je pense. Ben oui, je pense aussi, je devrais pouvoir la déplacer. Si tu mets la Voilà, je la mets carrément sur le côté. Dans ce qui concerne les coûts des dépenses faites par les jardiniers, donc vous voyez que là, il y a une forte différence, bien sûr, entre les jardins familiaux et les jardins privés, parce que pour les jardins familiaux, il y a des dépenses qui sont liées à la location du terrain. Dans le cadre de leurs associations, ils payent une cotisation pour la valorisation du terrain qui leur est alloué. Après, en ce qui concerne le matériel, donc les dépenses sont un peu plus faibles dans le cadre des jardins familiaux, mais la dépense principale, ce sont les intrants, bien sûr, les semences, les plants, les engrais, enfin, toutes les dépenses, et les consommables, en particulier l'eau. On voit que les dépenses sont un peu plus importantes dans les jardins privés. Si on regarde de manière plus détaillée les coûts, les distinctions entre les coûts et les différences entre les jardins familiaux et les jardins privés, on voit que dans le cas de cette étude, la grosse différence provient en particulier des arbres fruitiers qui sont présents dans les jardins. Non, je vais dans le mauvais sens. Qui sont présents dans les jardins privés, mais qui sont pratiquement interdits dans les jardins familiaux, parce que bien sûr, un arbre fruitier, ça fait de l'ombre, et comme si les jardins sont côte à côte, ça porterait préjudice. Par contre, le coût du terreau est plus important dans le cadre des jardins familiaux, ce qui peut s'expliquer parce que c'est un besoin pour eux et ils ont peut-être moins de possibilités. Et puis, il y a aussi une différence pour les plants. On voit que là, dans cette étude, mais c'est peut-être discutable, les dépenses dans les cadres des jardins privés sont plus importantes. Donc, en ce qui concerne, maintenant, si on fait, on prend du recul, le retour sur investissement dans le cadre des jardins potagers, on voit que dans le cadre d'un jardin familial, pratiquement pour 1 € dépensé, on récolte pour plus de 12 € de produits, alors que dans un jardin privé, pour 1 € investi, on récolte pour plus de 17 € de bénéfices, entre guillemets. Donc, cette étude a été réalisée dans des conditions spécifiques, avec un échantillon faible, avec des jardiniers habitués à utiliser des outils informatiques et intéressés par la question économique, parce que c'était les seuls qui étaient capables de nous fournir des données très complètes et précises sur les quantités récoltées et sur leurs dépenses. Ah, encore, ça a été trop vite, c'est mon doigt qui a glissé. Donc, je reviens en arrière. D'autre part, l'étude, on ne pouvait pas s'intéresser à tous les légumes qui sont produits dans les jardins parce que c'est très divers, mais on a pris
les plus significatives et que l'estimation des prix a été faite sur des prix bio-estivaux. Il serait possible de faire quelque chose de plus complet si les jardiniers en particulier interviewés étaient capables de dire à quel moment et comment on pourrait mieux estimer la valorisation de leur production. Donc, il s'agit bien d'une préétude qui mériterait d'être complétée et développée, mais ce qui n'est pas évident. Donc, en conclusion, il est évidemment intéressant économiquement de produire ces produits. Eh bien, Jean-Daniel a disparu. Il faut dire… Les petits fruits, pour les petits fruits. Je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Écoute, on ne t'entendait plus là. Donc, depuis le début, enfin, de mon côté, je ne t'entendais plus depuis le début de ta conclusion. Je ne sais pas si je peux te demander de recommencer. Tu m'entends là? Oui, oui, oui. Bon, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. En ce qui concerne les conclusions, donc l'intérêt économique est assez évident pour les plantes aromatiques et les petits fruits. C'est très facile à prouver et tout le monde le dit. Car les dépenses sont très peu élevées par rapport aux économies. Un autre aspect qui serait intéressant, ce serait de mieux étudier ces données en fonction de la CSP, de la catégorie socio-professionnelle des différents jardiniers. Donc, il y a vraiment un travail complémentaire à réaliser. J'aurais aussi tendance à dire qu'il y a une telle diversité dans les jardins, on l'a vu dans l'étude Kantar et dans l'étude de CTIFL, entre le citadin qui a un balcon et qui achète des tomates, un plant de tomates qui a déjà ses fruits, et à l'inverse complet, un agriculteur qui, dans un bout de son terrain, fait pousser des pommes de terre et des poireaux. Les motivations sont complètement différentes et l'intérêt économique n'est pas, je dirais, comparable. Mais entre ces différents extrêmes, il y a toutes sortes d'intermédiaires. On l'a vu aussi dans l'étude faite par Kantar. Il y a le banlieusard qui a son jardin, avec en particulier des espèces aromatiques et des petits fruits. Il y a des néo-ruraux passionnés qui font surtout des légumes bio. Et puis, il y a les jardiniers âgés ayant toujours cultivé. Et pour ces différentes catégories, l'intérêt économique peut être très différent. Et je dirais que nous, ce qui nous intéressait surtout dans cette étude, c'est d'essayer d'évaluer pour des jardiniers amateurs qui ont des revenus faibles à moyens et qui cultivent des parcelles qui sont souvent d'environ 150 mètres carrés, c'est une moyenne, dans les jardins ouvriers, les anciens jardins ouvriers et les jardins familiaux. Et puis, alors, moi, vraiment, en synthèse, j'ai envie de dire que c'est ce que on a entendu quand on a été à Villeneuve-Saint-Georges. J'accompagnais Anoucha Jaubert qui faisait cette étude. Ils étaient en réunion, on a bien discuté pendant un bon moment. À Villeneuve-Saint-Georges, il y a le plus grand centre de jardins familiaux de France. Il y a près de 800 parcelles dans cette localité. Et eux, leur conclusion, c'était de dire c'est notre 13e mois. Donc, pour la suite, essayer de réaliser davantage d'études pour être plus représentatif. Je vous remercie. Merci Jean-Daniel, j'aime beaucoup ta diapo de conclusion. Alors, je n'ai pas de questions momentanément. N'hésitez pas à en poser. Alors moi, je vois que dans l'étude, là, bon, il y a 45 jardiniers, mais du coup, c'est quand même des jardiniers, si je vois bien, je ne parle pas des jardins familiaux, hein, je parle des jardins privés, qui ont, ceux-là ont des grandes surfaces. Hein, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Ouais.
Et donc c'est effectivement intéressant. Ça veut dire que les gens qui ont des grandes surfaces s'intéressent plus à ce qu'ils récoltent et à ce que ça peut leur apporter, ou bien c'est juste le hasard, c'est que c'est des jardiniers expérimentés et que ça les Euh, intéresse. Comme je le disais, on a eu de réelles difficultés pour trouver des jardiniers qui, qui notent tout ce qu'ils produisent au cours d'une année, voire même plutôt de plusieurs années. Pour qu'une note, ces chiffres, ces données soient fiables, il faut forcément les faire sur plusieurs années en notant tout. Donc, c'est très rare de trouver ces gens. Et on peut vraiment aussi se poser la question de savoir s'ils sont représentatifs des jardiniers. Tout ça rend cette étude relativement difficile, mais c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que, en particulier, que la conclusion que je vous ai donnée, elle est intéressante parce que c'était vraiment des échanges entre jardiniers, alors qui sont dans des jardins familiaux, hein, donc avec des gens à Villeneuve-Saint-Georges, c'est des gens qui ont des revenus faibles, hein, et qui font ça, effectivement, l'intérêt économique est relativement important pour eux. Et quand ils disent ben, c'est notre 13e mois, ça veut dire que ça tourne bien autour de ça, que pour eux, c'est un intérêt économique qui est de l'ordre de 1000 à 1500 euros par an. Voilà une question qui vient d'arriver. Alors, mais je ne sais pas comment on peut faire parce que c'est une dame qui nous dit: je voulais parler du jardin de château que mon grand-père gérait et des potagers clos de murs. Mais là, je pense qu'on ne peut pas lui passer la parole, donc ça va être un peu compliqué. Juste un autre commentaire, si personne veut prendre la parole. Tu as dit dans les jardins familiaux, il n'y a pas trop d'arbres fruitiers parce que ça fait de l'ombre. Alors, ça fait de l'ombre aux voisins, sans doute, mais quand même, dans tout ce qui est des potagers un peu de proximité, qui ne sont pas des potagers industriels, mais qui sont quand même des potagers commerciaux, il y a beaucoup de gens qui mettent en pratique l'agroforesterie et qui, notamment dans cette période de réchauffement climatique, vont avoir des arbres fruitiers justement pour procurer un peu d'ombrage à certaines cultures. Voilà. Ah ben oui, ben, bien sûr, dans le jardin privé, il y a très souvent, au contraire, des arbres et il faut l'encourager. Mais par contre, c'est effectivement une difficulté dans les jardins familiaux. Dans les centres de jardins familiaux, parfois, il y a un espace où il y a quelques arbres qui sont plutôt dans un cadre collectif. Puis ça me fait penser aussi, j'avais envie de dire un mot d'une question qui a été posée au début sur est-ce qu'il y a dans les jardins familiaux un aspect paysager. Dans les associations de jardins familiaux, il y a effectivement des efforts qui sont faits souvent pour qu'il y ait quand même un minimum de dispositions qui donnent. Il y a des efforts qui sont faits de manière assez importante, aussi bien par la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs que par l'association Jardinot dans les centres, pour que ces centres soient plus beaux que ce qu'ont été les jardins ouvriers à une période, quoi. Donc, il y a des efforts qui sont faits par les communes aussi. Il y a beaucoup de communes qui souhaitent développer les jardins familiaux et qui, dans ce cas-là, souhaitent effectivement que ce soit qu'il y ait un aménagement paysager, c'est peut-être un grand mot, mais un aménagement qui valorise ces jardins familiaux. Alors, j'ai une autre question qui est arrivée là, toujours de Monsieur Leboeuf, qui demande: est-ce que l'on a un recul sur la part des pesticides dans le coût des jardins privés, puisque les jardins familiaux les interdisent? Alors, en ce qui concerne les coûts des pesticides, c'est un sujet effectivement d'actualité. Le coût, à proprement parler, ben, moi j'aurais tendance à dire, mais là c'est plus mon expérience personnelle parce que l'étude elle a été faite en 2018 et elle a été faite que sur un an. Il faudrait faire des suivis. Ça, je pense que les gens qui vendent des produits phytosanitaires doivent avoir une opinion sur cette question. Mais ce qui s'est passé pour les jardins familiaux, c'est qu'avant, on avait des produits assez efficaces qui coûtaient un certain prix et qu'avec la loi Labbé et donc l'interdiction d'un certain nombre de produits
dans les jardins, le coût a plutôt augmenté parce que ces produits sont plutôt plus chers que les produits traditionnels qui étaient utilisés. Donc, en ce qui concerne le coût, je n'ai pas de chiffres réels à donner, mais quand on voit les prix des produits qui sont vendus dans les jardineries aujourd'hui, c'est quand même relativement élevé. Mais la loi Labbé, elle s'applique aussi bien aux jardins privés qu'aux jardins familiaux, non? Ah, mais moi, là, je parlais aussi bien des jardins familiaux que des jardins privés. Tous les gens qui ont un jardin, si les prix des produits de biocontrôle sont quand même relativement plus élevés, je pense, que les produits, les pesticides qui étaient utilisés traditionnellement et qui sont aujourd'hui interdits. Jean-Pierre Théodon nous dit « Intérêt économique certes, mais aussi cela permet à beaucoup de maintenir le lien social, notamment ceux qui sont sans emploi. » Donc c'est un commentaire, je pense qu'en effet c'est vrai dans les jardins familiaux, ils sont là pour ça d'ailleurs aussi, c'est leur rôle. Ah ben, Non? et dans les jardins partagés, enfin, il y a toutes sortes de formules aujourd'hui qui font que les jardins potagers sont un facteur qui favorise les liens sociaux, quoi. Alors c'est bon. En termes de paysage, est-ce que des études sont en cours sur le développement des potagers et fruitiers dans les services techniques des communes? Ça, c'est une question qui serait intéressante de poser, en particulier aux responsables de la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs ou à Jardinot. Moi, je peux bien sûr leur poser. Il y en a plusieurs qui sont membres de la section potager et fruitier de la SNHF et ils doivent certainement avoir une opinion là-dessus parce qu'ils y sont confrontés en cherchant à augmenter ou à développer les jardins familiaux dans un grand nombre de communes. Mais il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Moi, ça me semble nécessaire et en cours. Mais après, bon, dans les... Ce que l'on voit aussi, c'est les tendances des services techniques des communes à vouloir implanter des fruitiers dans l'espace paysager, pas dans des sites de production, mais en arbre d'ornement, entre guillemets, avec l'idée que le public pourra passer, se servir dans ces arbres qui sont au milieu du reste. C'est vrai, il y a des tendances comme ça, et même parfois même des zones où des petites parcelles ou des parcelles en carré surélevé où on plante quelques légumes et où les citoyens peuvent être amenés à entretenir un peu, mais ce n'est pas évident, et accueillir quelques aromates ou quelques fruits qui peuvent être mis en place à la disposition des citoyens dans des zones des villes. Alors, il peut y avoir alors au début, ça suscite l'intérêt des béotiens, mais la pratique en général pose quelques difficultés et ce n'est pas suivi dans le temps. Ouais, c'est compliqué. Moi-même, le problème vient surtout des fruits qui tombent et qui salissent et abîment. Moi-même, personnellement, donc j'ai été un peu à l'initiative d'un jardin partagé proche de chez moi, et on a mis en place aussi justement des carrés pour mettre à disposition des citoyens quelques légumes et quelques aromates. Alors, c'est difficile, ça ne marche pas très bien. J'ai vu que Yves-Marie avait levé la main. Je te donne la parole. Oui, je voulais attirer l'attention sur la responsabilité qu'a la ville et les services en cas d'accident sur le problème de la collecte des fruits. Moi, je vais vous citer des exemples. Lorsque j'étais directeur des espaces verts d'Orléans, ça remonte à loin puisque j'étais de 77 à 93, les seuls arbres qu'on mettait en ville, c'était les noyers, des châtaigniers, éventuellement des pommiers, c'est-à-dire autant de fruitiers dans lesquels on peut ramasser les fruits au sol. Et on s'interdisait, entre autres, alors qu'il y avait de très, très beaux vergers de cerisiers, de mettre des cerisiers, parce qu'à ce moment-là, les enfants montaient dans les branches, avec tous les risques que ça comporte, et la responsabilité de la ville se trouvait engagée. Donc, c'est vrai que le problème de
de mettre des fruitiers pose un certain nombre d'autres problèmes que simplement le fait de salir les sols, mais qui sont des problèmes de responsabilité. Et pour ajouter quelque chose, dans l'air du temps, n'est-ce pas, ces arbres fruitiers en ville, ça s'appelle, enfin, moi je trouve ça un gag, mais bon, des forêts comestibles, n'est-ce pas, alors que le mot français adapté serait plutôt verger. Voilà. Donc j'ai une autre question. Non, c'est pas une question. Alors c'est très intéressant. C'est un commentaire, un témoignage. Donc quelqu'un qui nous dit, dans un jardin potager de 150 mètres carrés établi depuis plus de 25 ans, en 2020, 480 kilos de légumes avec une autonomie alimentaire de 80 à 85% tout au long de l'année pour un foyer de 2 personnes. Moins de production en 2021 et 2022 dû aux conditions climatiques estivales. Voilà. Ça me fait réagir par rapport à ce que disait Daniel Véchambre sur les problèmes d'autosuffisance. Dans les jardins familiaux, moi j'en ai rencontré qui s'estiment pratiquement autosuffisants. Il y en a qui font beaucoup de congélation et qui arrivent effectivement, avec la congélation notamment, à avoir des légumes à peu près toute l'année. Donc, ça existe quand même, hein, l'autosuffisance. Et si on allait poser la question, comme je disais par exemple à Villeneuve-Saint-Georges, je suis sûr qu'il y en aurait une part non négligeable qui dirait qu'ils sont presque autosuffisants. Oui, oui, oui. Oui, non, je voulais dire quand même que ce qui est intéressant, c'est la durée. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'il cultive son jardin. Et je pense que dans un certain nombre de cas, on a oublié la valeur finalement qu'a le sol sur lequel les végétaux poussent. Et qu'il y a un travail continu pour que ce sol soit le meilleur possible pour les végétaux qu'on va faire pousser. Alors, je vois un autre commentaire, là, ça poursuit l'histoire de la loi Labbé et des produits, là, il y en a deux d'ailleurs. Quelqu'un dit « Internet permet de contourner la loi », c'est-à-dire la loi Labbé, des voisins se procurent les produits, par exemple en Roumanie, est-ce qu'il y a des moyens de contrôle ? C'est un vrai problème. Et là, on parle des jardiniers, mais pour les agriculteurs, c'est des problèmes réels auxquels la réglementation est confrontée. Il y a des gens qui continuent à utiliser des produits en se les procurant de manière illégale. C'est certain. Alors, ensuite, quelqu'un nous dit « Merci pour les informations. Bon, les légumes et les fruits cultivés dans les jardins familiaux sont-ils classés comme bio ou sont traités par les pesticides ?» Bon, visiblement, tu pourras répondre. Et deuxième question, la fondation de ces jardins sont-ils de la part des citoyens ou de l'État? Sur le bio, moi, je veux bien répondre. Hein, pour qu'il faut quand même rappeler que le bio est une appellation qui répond à un cahier des charges et que l'appellation bio est un label propriété de l'État. Donc, si on veut être un label bio, il faut se faire agréer. Alors, on peut avoir la qualité bio, mais on ne peut pas s'en prévaloir dans ces cas-là. Il faut quand même être clair, il faut toujours rappeler ça. Le bio est une appellation comme les appellations d'origine. Donc, c'est un label qui appartient à l'État. Et on ne peut pas s'instituer bio, suffit qu'on est dans un jardin individuel. Ça l'est peut-être, mais pour avoir le label, il faudrait qu'il soit reconnu et vérifié. Bien sûr. Oui, je quand même, je crois qu'il faut être très clair par rapport à notre auditoire. Hein. On ne peut pas laisser dire que suffit qu'on est dans un jardin et qu'on n'utilise pas de pesticides, ni même d'engrais, hein, de synthèse, on est bio. Ben non, ça se passe. Il faut être contrôlé par un organisme certificateur. Alors, il faut commencer par faire un état des lieux et vérifier notamment qu'il n'y a pas de produits toxiques dans le sol. Or, comme malheureusement, notamment dans des jardins partagés, parfois les municipalités, heureusement que ce n'est que parfois, donnent des terrains de deuxième ordre ou sur des endroits qui ont été occupés autrefois par on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas ce qui en reste derrière, notamment en matière de métaux lourds. Et des analyses de sol, il n'y a pas beaucoup de gens qui en font parce que c'est pas facile, c'est pas simple.
Et donc, effectivement, on ne sait pas très bien toujours ce qu'il y a dans le sol, surtout si on cultive depuis pas très longtemps, si ça fait partie des difficultés. Et une analyse de sol de routine ne va pas chercher cadmium, brome et mercure, qui sont des résidus classiques dans d'anciennes friches industrielles. C'est vrai que c'est le problème de la qualité des sols en ville urbain est un gros problème. On ne va peut-être pas non plus décourager trop les jardiniers. Non, non, il ne faut pas, au contraire. Au contraire, Et puis, bon, c'est un vrai risque. Les métaux lourds dans d'anciennes déprises industrielles, nombreuses autour des villes, c'est un vrai risque. Non, 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 c'est un gros problème. Il y a un spectateur qui nous demande quel lien faites-vous entre ces jardins, alors je suppose que c'est les jardins familiaux, et l'agriculture urbaine. Quelqu'un peut répondre? On peut essayer de répondre. L'agriculture urbaine, selon les interprétations, ça peut vouloir dire la même chose ou des choses différentes. Enfin, là, on joue un peu sur les mots pour moi. Mais effectivement, plus on fait des jardins de taille différente à proximité des villes, plus ça s'appelle de l'agriculture urbaine. On en fait sur les toits maintenant aussi. Donc, qu'est-ce que la définition de l'agriculture urbaine précise? Honnêtement, moi, je ne la connais pas. Non, mais à partir du moment où effectivement c'est en ville, de même que les vergers dont on parlait tout à l'heure, les vergers un peu sauvages en forêt, ça fait partie de ce qui regroupe de l'agriculture urbaine. Mais c'est vrai qu'à la télévision, on a vu quand même ces derniers temps assez souvent des productions complètement hors sol, qui sont dans des substrats complètement artificiels, sur les toits, dans des maisons. Il y a toutes sortes de projets plus ou moins grandioses dont on parle beaucoup, qui sont vraiment de l'agriculture urbaine. Et qui n'est pas bio, celle-là, et qui n'est certainement pas bio. Ouais, et leur rentabilité est très difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Bon, il faut en prendre et en laisser, à mon avis. Bon, et comme dit Daniel, elles ne sont pas bio parce qu'elles sont hors sol. Tout à fait. Et donc, je ne sais pas, Yvette, je vais peut-être repasser la parole pour la conclusion parce que je pense qu'on est arrivé au bout de notre discussion. Oui, merci Noël. Je pense que vous êtes arrivé au bout de cette discussion qui était fort intéressante. Et merci à tous les conférenciers pour leurs exposés qui étaient très clairs, qui se complétaient bien et qui montrent aussi l'intérêt qui a toujours été porté depuis très longtemps aux jardins potagers. Et ces jardins potagers aujourd'hui reviennent vraiment sur la priorité des citoyens qui s'occupent de leur jardin et qui aiment bien cultiver leurs légumes et aussi, il faut dire, leurs fleurs. Mais aujourd'hui, c'était la journée des potagers. Écoutez, je vous remercie tous, je remercie les auditeurs et je vous dis donc à une prochaine fois. Nous allons donc clore ce webinaire maintenant. Au revoir.